La genèse de ce projet de loi. Il faut toujours rappeler qu'il y a maintenant un peu plus de 4 ans, le président Macron s'était lancé dans une aventure qui était une impasse, qui était le régime universel de retraite. Vous savez que notre régime de retraite, il y a 42 régimes, et il avait inventé un 43e régime dit universel. Il n'y avait qu'un petit problème, c'est comment on passait des 42 régimes au régime universel, comment on recalculait les droits de chacun, alors que les taux de cotisation, les prestations, etc., n'étaient pas les mêmes. Donc, c'était une impasse. Et il s'est planté, il a été sauvé par la Covid. Je vous rappelle qu'on a quand même voté à coup de 49-3 en première lecture et qu'on s'est arrêté là. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que maintenant, sa nouvelle idée, c'était il l'a lancé dans sa campagne électorale, il faut passer de 62 ans à 64 ans, 65 ans dans sa campagne, hein. C'était 65 ans. Ça n'est qu'après qu'il a dit peut-être qu'on pourrait descendre à 64 ans. Ne voyant pas qu'en disant cela, ça traduisait sa totale méconnaissance du système de retraite français, puisqu'il y a 42 régimes. Par exemple, tous les régimes des libéraux, il y en a 11, sont tous à 65 ans. Le régime complémentaire des salariés du régime général, c'est-à-dire 2/3 des Français, Agirc-Arrco, est à 65 ans. En fait, plutôt à 63. Mais juridiquement, ils sont toujours à 65 ans. On avait monté d'ailleurs une usine à gaz quand, sous Mitterrand, on avait abaissé de 65 à 60 ans. Il y avait un système pour compenser au régime complémentaire le différentiel. Pour faire simple, on leur remboursait le différentiel puisqu'ils étaient toujours juridiquement à 65 ans. Et vous avez des régimes qui sont à 40 ans. Celui qui est à 40 ans, c'est le régime de l'Opéra de Paris pour les seuls danseurs, parce que les choristes, eux, sont à 52 ans, je crois, ou 57 ans de mémoire. Et donc, le premier projet qui a échoué de régime dit universel, c'était une réforme structurelle. On pouvait être pour, on pouvait être contre, mais c'était une réforme structurelle. Là, c'est une réforme pour 95% paramétrique. On joue sur des paramètres et il n'y a plus de réforme structurelle, à part la mise en extinction de 5 régimes spéciaux. On se demande d'ailleurs pourquoi 5 et pas 17. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions. Donc, je pense qu'il faut partir de là. Un ordre donné par le président de la République à la première ministre, faites-moi une réforme des retraites dont le cœur, au fond, c'est de porter de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite. Et donc, le fameux article 7, c'est lui qui porte ce passage de 62 à 64 ans, doublé d'une accélération du nombre d'annuités. Actuellement, les annuités dans le régime général, c'est 42 annuités. On passe à 43. C'est la loi Touraine, votée par les socialistes, mais qui était étalée, on montait de 42 à 43 ans, en 12 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2035. Et donc, ce qu'il propose, c'est accélérer la réforme Touraine en passant de 1 mois par an à 3 mois par an, c'est-à-dire un trimestre par an. C'était d'ailleurs le rythme de la réforme Fillon. C'était un trimestre par an. Voilà. C'est le cœur du dispositif. Alors, quelles sont les grandes critiques qu'on peut faire à ce projet? Premièrement, il n'y a pas de politique de seniors. Or, le cœur d'une réforme des retraites, c'est d'augmenter le taux d'activité des 60-65 ans. Quand on compare la situation française à la situation des autres pays européens, ce qui frappe, c'est qu'à partir de 60 ans, le taux d'activité des seniors s'effondre. On est grosso modo, pour donner les chiffres, à 1/3 d'actifs entre 60 et 65 ans, alors que dans la plupart des pays, on est à 50, 60, 70% d'actifs. Donc, le cœur du débat, c'est quelles mesures faut-il prendre pour encourager les seniors à travailler plus longtemps? Alors, il y a la mesure autoritaire, 62, 64 ans, comme ça on va les obliger de travailler plus longtemps. Et nous, ce que nous préconisions, c'était une réforme qui laisse davantage de liberté aux seniors, c'est-à-dire une réforme où on était d'accord pour augmenter le nombre d'annuités, c'est-à-dire pour accélérer la réforme Touraine. Ce n'est qu'une accélération.
hein. C'est-à-dire, on sera à 43 annuités, on passe de 42 à 43 annuités d'ici 2027. Alors, la réforme Touraine, je rappelle, c'était on passe à 43 annuités en 2035. Voilà. Ça, nous, on y était favorable. Mais on avait dit à Madame la Première ministre, ce qu'il faut faire, c'est une politique pro-senior, pour l'emploi des seniors. On avait proposé 5 mesures. La première mesure, c'était d'augmenter la surcote, voire la décote. Vous savez que la surcote, elle est de 5%, c'est-à-dire quand vous faites une année de plus que vos 42 annuités et à terme 43 annuités, vous avez une majoration de 5% de votre pension. Si vous faites 2 ans, vous avez 10%, si vous faites 3 ans, vous avez 15%, etc. C'est pas assez. Et d'autant plus que plus vous travaillez tard, moins vous coûtez cher au système de retraite et en plus vous cotisez. Donc, notre idée, c'était d'augmenter le taux de la surcote, voire le taux de la décote. C'est-à-dire, si vous anticipez, parce que vous avez l'âge, mais vous n'avez pas vos annuités, actuellement, vous avez une décote de 5%, qui est symétrique. Aussi d'augmenter la décote, en disant aux gens, pour des tas de raisons, vous pouvez partir plus tôt, mais vous aurez une décote, hein, puisque vous allez coûter plus tôt, avec une pension plus faible, bon, donc de calculer, et vous ne cotiserez plus. On avait proposé le premier principe. On avait proposé une deuxième mesure, d'ailleurs, qui est soutenue par la CGPME. La première mesure sur la surcote, par parenthèse, on en a parlé à 2 reprises avec la CFDT. Laurent Berger, il était favorable. Il était favorable pourvu qu'on maintienne les 62 ans d'âge légal de départ à la retraite. On avait proposé une deuxième mesure qui était une cotisation patronale retraite dégressive à partir de 57, 58, 59 ans dans ces eaux-là, dégressive, comme on le fait pour les jeunes. Les jeunes, ils ont des taux de cotisation plus faibles pour encourager les entreprises à embaucher des jeunes. Et ben, ça serait une mesure symétrique pour encourager les entreprises à garder les seniors. Il y avait une troisième mesure qui était de confier aux partenaires sociaux une négociation par branche pour définir la formation des seniors, c'est-à-dire de ne pas relâcher l'effort de formation des seniors. Il y avait une quatrième mesure qui était une mesure qui existe, mais qu'on améliorait, qui était ce qu'on appelle la retraite progressive. La retraite progressive, c'est un dispositif qui existe, qui n'existe d'ailleurs dans le droit tel qu'il est actuellement, uniquement dans le privé, qui permet de cumuler un temps partiel, hein, qui est entre 20 et 80%, et donc un salaire et une pension au prorata. C'est-à-dire, si vous êtes à mi-temps, vous avez la moitié de la pension que vous auriez eue, etc. De façon à faciliter la progressivité du passage entre l'activité et la retraite. Alors, le gouvernement l'étend au secteur public, mais nous, ce que nous avions demandé, c'est qu'on abaisse l'âge, puisqu'actuellement, on ne peut y accéder qu'à partir de 60 ans. Et si vous remontez de 2 ans, à ce moment-là, ce serait 62 ans. Entre nous, la retraite progressive à 62 ans, c'est quand même pas génial. Donc, on avait demandé au contraire qu'on abaisse l'âge au lieu de le remonter de l'âge d'accès à la retraite progressive. Voilà. Donc, un ensemble de mesures qui ferait une politique senior. Le gouvernement a choisi, c'est l'article 2, ça fait des jours qu'on est sur l'article 2, hein, il y a ce qu'on appelle l'index senior. C'est-à-dire qu'on dit aux partenaires sociaux, hein, vous allez discuter par branche pour fixer des index. Et dans le texte dont on a été saisi, la seule sanction, c'était si vous ne faisiez pas d'index, si vous n'aviez pas réussi à mettre un index. Alors, l'index, qu'est-ce que ça veut être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Le pourcentage, naturellement, des plus de 65 ans, hein, des plus de 60 ans dans l'entreprise. Mais on voit bien que ce n'est pas adapté. Prenez une entreprise d'ingénierie. On a besoin de gens jeunes, hein, et donc ils vont avoir très peu de gens âgés. Bon, vous avez d'autres activités où c'est plus facile d'avoir des gens âgés. Vous voyez, par exemple dans le conseil, etc. Voilà, bon. Mais est-ce que dans le BTP, on va sanctionner le BTP parce qu'ils ont de moins en moins de seniors, ou dans le transport, où ils ont mis en place déjà par voie conventionnelle une pré-retraite transport qui permet à des chauffeurs poids lourds qui sont abîmés à partir de 57 ans. Mais c'est un régime conventionnel de 57 à 60, voire maintenant 62 ans. Donc, vous voyez, il y a des dispositions comme ça dans des entreprises ou dans des branches. Voilà. Donc, c'est un énorme manque, si vous voulez, il n'y a pas de politique senior. Voilà.
Il y a un autre manque auquel on avait attiré l'attention de Madame la Première ministre. On espérait qu'en tant que femme, elle y serait quand même un peu plus sensible. C'est le problème des droits familiaux. Alors, les droits familiaux, il y a plusieurs volets. Il y a le premier volet qui concerne les majorations d'annuités par enfant. Alors, vous savez qu'on est dans un système incroyablement injuste puisqu'on est à 2 années par enfant dans le régime général, des salariés du privé, mais dans le secteur public, on était à 1 année par enfant et à partir de 2014, on est descendu à 1,5 année par enfant. Vous voyez, on dit c'est pas possible. Le deuxième problème sur les droits familiaux, c'est la majoration des pensions. La majoration dans la plupart des 42 régimes, c'est 10% à partir du 3e enfant et après 0 pour les suivants dans le régime général, mais dans les régimes publics, 5% supplémentaires par enfant dans la limite de 25%. Donc ça veut dire 6 enfants. Ouais. Il y a même un régime l'IRCANTEC où on monte même à 30%. Ouais. Bon, donc, de dire on ne peut pas continuer comme cela. Il y avait une troisième question, le problème des pensions de réversion, puisque selon les régimes, vous avez des régimes dans lesquels la pension de réversion n'est versée au veuf ou à la veuve, enfin à 90% c'est la veuve, avec des conditions d'âge et des conditions de plafond de rémunération. Prenez le régime général, vous perdez votre mari à 40 ans qui suit dans un accident de voiture, vous avez 3 enfants à charge, eh bien vous n'aurez pas de pension de réversion. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez y avoir accès qu'à partir de 57 ans et sous condition de plafond entre vos droits propres de retraite et la pension de réversion. Et le plafond, il est de 2 000 € par mois. Donc si vous êtes une femme cadre, par exemple, vous n'aurez jamais de pension de réversion de votre époux. Mais si votre mari était cheminot, agent de la Banque de France, à la RATP, à la SNCF, vous toucherez votre pension de réversion sans condition d'âge et sans plafond. Le cumul entre vos droits propres et la pension de réversion. On voit bien, et puis il y avait un dernier problème qui est les femmes divorcées au regard de la pension de réversion, qui est un problème, puisque aujourd'hui, une femme qui se fait larguer à 55 ans au profit d'une petite jeunette qui se fait épouser, eh bien, elle n'aura de pension de réversion qu'à la mort de son ex. Et encore, la pension de réversion sera répartie entre la petite nouvelle et la vieille, comme on dit, au prorata des années de mariage. Bien sûr. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un énorme problème de droits familiaux. Dussopt lui-même, quand on a posé la question, a reconnu que c'était un vrai problème et qu'il n'était pas traité dans le texte. Alors, on nous parle d'un texte de justice. Ce n'est pas du tout un texte de justice. Quant au redressement des finances publiques, on nous explique que la grande mesure de l'article 7, la double mesure, c'est-à-dire on passe de 42 à 43 annuités et on passe de 62 à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite, qu'on harmonise sur les autres régimes, puisque il y a des régimes, par exemple les régimes des libéraux, on ne va pas passer de 65 à 67 ans. Eux, ils ne sont pas touchés par la réforme. Ça rapporte 18 milliards à échéance de 5-6 ans. Et il n'y a qu'un malheur, c'est que le gouvernement n'a absolument pas tenu compte des effets indirects de la réforme, puisque cette réforme va augmenter le nombre de chômeurs seniors, qui, au lieu d'être à la retraite, il y en a, grosso modo, pour donner des ordres de grandeur, il y a entre 5-6% des 60-65 ans actuellement qui sont au chômage. Donc, si vous retardez l'âge de départ à la retraite de certains d'entre eux, vous aurez 5-6% d'entre eux qui vont se retrouver au chômage. D'où coûte pour les régimes d'UNEDIC. Deuxièmement, ceux qui n'ont plus de droits, ils vont se retrouver au RSA en attendant la retraite. Et donc ça sera à la charge des départements. Et puis, troisième point, si vous prolongez l'activité, il y aura des taux d'arrêt maladie croissants à la charge de l'assurance maladie. Donc, les études qui ont été faites donnent un ordre de grandeur de 25 à 30% des économies que vous faites avec les 2 premières mesures, 62-64 ans et 42 à 43 annuités,
qui vont de 25 à 30%. C'est-à-dire, si vous raisonnez sur 18 milliards, grosso modo, ça veut dire 4 milliards et demi, 5 milliards et demi de moins. Donc, si vous voulez, vous tombez à 12-13 milliards. Et le gouvernement redonne 6 milliards, enfin 4 milliards mais il y a d'autres éléments, disons un petit 6 milliards, sur différentes mesures d'amélioration, par exemple sur les invalides, sur la retraite minimale. Alors, la retraite minimale, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut réévaluer les petites retraites. Mais il y a une double limite, ça s'appelle le MICO, le minimum contributif, que beaucoup de gens confondent avec le minimum vieillesse. Mais le MICO, la réévaluation du MICO pour le porter à 1 200 €, ne concerne que ceux qui ont eu un nombre d'annuités plein. Et donc, par rapport à la situation actuelle du MICO, c'est une amélioration, pour vous donner des ordres de grandeur, de l'ordre de 56 € par mois. C'est pour quelqu'un qui a ses 43 annuités. Et le problème des petites retraites, c'est massivement des personnes qui n'ont pas leurs annuités et donc ils ont des abattements proportionnels, à supposer qu'ils aillent jusqu'à l'âge légal. Parce que s'ils vont jusqu'à l'âge légal, ils vont avoir la proportionnelle. Par exemple, s'ils ont fait que 30-31 annuités, ils vont avoir 75% d'une retraite normale, plus s'ils partent avant, la décote qui va s'appliquer. Et donc, on a beaucoup de mal à savoir, il y a encore beaucoup de questions qui ont été posées tout à l'heure en séance sur mais combien de personnes vont en bénéficier. Alors là, il y a le flux, il y a le stock. Si vous rendez rétroactif cela, on parle d'1 200 000 à peu près en stock. Et en flux, on nous a dit des ordres de 15 à 20% des Français qui prennent leur retraite seraient plus ou moins impactés, mais dans des proportions variables en fonction de leur situation. Et la deuxième question, c'est l'articulation entre le MICO et le minimum vieillesse. On voit bien que le minimum vieillesse, qui doit être à 930, je crois, qu'il faut absolument qu'il y ait un écart significatif entre le minimum vieillesse et le MICO. Parce que comment vous allez expliquer à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a toutes ses annuités, qui a eu des salaires modestes ou qui a travaillé à temps partiel, qui va avoir non pas le 1 200 €, mais moins, puisqu'il n'a pas travaillé à temps plein et donc il a des droits propres plus faibles. Il faut absolument maintenir un écart, au moins, on avait dit, nous, au moins de 200-250 €. Sinon, c'est une injustice formidable. En disant, nous, les travailleurs de l'ombre, qui ont travaillé avec des modestes revenus, on a une retraite qui n'est pas très différente à ceux qui ont beaucoup moins travaillé que nous. Donc, parce que tout le monde dit, vive l'augmentation des petites retraites, oui, mais sous réserve qu'il y ait un écart juste entre minimum vieillesse et le MICO. Voilà. Donc, ça, c'est… Alors, il y a eu un débat aussi sur la petite réforme structurelle sur les régimes spéciaux. On n'a toujours pas compris pourquoi le gouvernement, il y a 17 régimes spéciaux, propose d'en supprimer 5, c'est-à-dire Banque de France, IEG, c'est-à-dire électricien et EDF, GDF, pour faire simple, la RATP, puisque je vous rappelle que suite à un amendement que j'avais déposé, on a mis en extinction le régime des cheminots à compter du 1er janvier 2020, donc maintenant c'est la 3e année d'application. L'éclair de notaire, on n'a pas bien compris pourquoi on a mis l'éclair de notaire. Et qu'est-ce que j'ai oublié, RATP si, les membres du Conseil économique, social et environnemental, donc qui ont un petit régime. Voilà. Et alors on a posé la question, il y en a 17, les 12 autres, pourquoi vous ne le faites pas? À qui sont les 12 autres? Alors vous en avez 4 qui concernent l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le régime des députés et le régime des sénateurs, le régime des agents de l'Assemblée nationale et le régime des agents du Sénat. Ça en fait 4, c'est-à-dire un tiers. On a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Il faudrait une loi organique. Mais j'ai dit, tout à fait, il faut une loi organique. Mais dans le régime universel, vous aviez déposé une loi simple et une loi organique pour traiter tout le monde de la même façon.
et pour mettre les parlementaires au régime général. Je vous dis ça parce que c'est un problème anecdotique. Nous, les députés, on a réformé par 2 fois notre régime. Et aujourd'hui, on est assez proche. On dit du régime général. En fait, on est assez proche du régime des pensions civiles et militaires. Pour vous donner un chiffre précis, net de CG et de cotisation maladie, on a pour un mandat de 5 ans 684 € par mois. C'est-à-dire, voilà. Nos collègues sénateurs, pour un mandat de 6 ans, ont 2100 et quelques nets. Hein. Brut, c'est 2004, je crois, mais net, vous retirez à peu près 10%, hein, de 2100, 2150, vous voyez. Donc, ça, ils ont écarté l'Opéra de Paris. Alors, je vous rappelle, l'Opéra de Paris, les danseurs et danseuses partent à 40 ans, mais tous les danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris, souvent, ils deviennent profs de danse. Il y a bien des gens qui font plusieurs carrières, si je puis dire, dans leur vie. Donc, alors, oui, et alors, pour finir à l'opéra, le chœur, lui, est à 52 ou 57 ans. Vous voyez, il y a la Comédie Française. Alors là encore, ils ont un régime dérogatoire. Et puis, on n'a pas compris l'ENIM. Alors, l'ENIM, c'est l'établissement national des Invalides de la Marine, c'est-à-dire les marins. C'est le premier régime de retraite français, 1673. Vous voyez. Alors pourquoi? On n'a toujours pas compris. Et puis il y a quelques autres petits régimes, le régime des membres du culte en Alsace-Moselle, par exemple. Oui, il y a un régime spécial des agents du port de Strasbourg. Enfin, vous voyez, bon, voilà, les 12 résiduels, si je puis dire. Bon, il fallait un grand coup de balai, quoi. Et de donner l'exemple, parce que le problème des parlementaires, c'est pas avec ça que vous allez redresser les finances publiques, hein, mais c'était symbolique de donner l'exemple et c'est l'exemple, il devrait être donné par nos collègues sénateurs, puisque eux, ils n'ont pas réformé leur régime, contrairement à ce qu'ils disent. Hein. Bon, nous l'avons réformé, on a divisé par 2 nos droits. Moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée en 93, c'était 1400 € de retraite par mandat. Ouais. Bon, vous voyez, on est descendu à 684, c'est-à-dire à peu près la moitié, à comparer, si vous voulez. Bon. Et c'est pas pour les économies que ça fait, c'est pour montrer bon. Mais c'est un problème, si vous voulez, accessoire. Il reste même un problème particulier qui est le problème du président de la République. Le président de la République, il appartient à aucun régime de retraite, il ne cotise à aucun régime de retraite, mais on lui a donné une allocation de 6 000 € par mois. Voilà, pour les anciens présidents de la République. Bon, voilà. Eh ben, on s'honorerait. D'ailleurs, j'avais obtenu l'accord du gouvernement lors de la réforme dite de la retraite universelle pour que le président soit affilié au régime universel. Il avait donné d'ailleurs accord, le président Macron, ouais. Mais là, on attend toujours un décret pour qu'il soit au régime général. Ouais, bon, enfin, ça, c'est anecdotique, mais c'est exemplaire. Voilà. Et il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce texte. Par exemple, sur la politique du senior, la seule petite mesure, c'est que dans les règles de cumul emploi-retraite, nous, on demandait qu'on supprime tous les plafonds, parce qu'il y a des plafonds variables qui n'existent pas dans certains régimes, mais qui existent dans d'autres régimes. Enfin, c'est assez compliqué. Et surtout, quand vous retravaillez après avoir pris votre retraite, vous cotisez au régime de retraite, mais vous n'avez aucun droit. Et donc, là, le gouvernement a accepté cette idée de bon sens que ceux qui retravaillent après leur retraite, ça leur crée de nouveaux droits. C'est-à-dire, quand ils arrêteront de retravailler, on recalculera leurs droits, ils ont une retraite majorée, ce qui paraît plein de bon sens dans une politique senior. Voilà, et puis un dernier problème qui est la pénibilité, alors là, qui est un problème extrêmement compliqué, dans lequel le gouvernement reste dans la logique qui était de donner un système à points très compliqué, qui met en fureur d'ailleurs les chefs d'entreprise en disant c'est beaucoup trop compliqué, qui vous donne des points, vous cumulez les points. Par exemple, en travail de nuit, qui a été réintroduit après avoir été supprimé par le même majorité d'ailleurs. Enfin bon, par exemple, en travail de nuit, je crois que c'était 120 jours, ça vous donnait des points. On descend, je crois, 80 ou 80, je crois, 80 nuits de travail de nuit. Il y a le problème de la vibration, ceux qui ont des métiers où c'est pas la vibration, etc. C'est assez compliqué.
Nous, on avait plutôt une optique assez proche de celle de la CFDT, de dire qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux pour définir, si vous voulez, les règles, les postes, et essayer de simplifier cela. Mais enfin, ça donne lieu à des points. Quand vous avez le maximum, puisque c'est plafonné à 100 points, vous avez 2 ans d'annuité. Ce qui est, bon, c'est le maximum qu'on puisse obtenir. Ça, c'était des dispositions qui allaient dans la bonne direction, sous réserve de l'insuffisante confiance faite aux partenaires sociaux pour essayer de mettre ça en... Voilà grosso modo les grands éléments. Politiquement, un petit mot. Oui, quand même sur le démocratie, sur le calendrier, le 47.1. Oui. Alors, politiquement, si vous voulez, ils ont eu recours à une procédure dont certains, et moi-même en particulier, doutent de la constitutionnalité, c'est-à-dire une loi rectificative de financement de la sécurité sociale. Quelle est l'astuce? En utilisant ce support législatif, premièrement, vous bornez les débats. 20 jours Assemblée nationale, 15 jours Sénat et 15 jours de navette, de discussion, commission mixte paritaire, vote final, etc. Et donc, on va commencer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, nous avons eu 3 jours pour examiner 5600 amendements. 3 jours. Eh bien, nous sommes arrivés à l'article 2. On a examiné à peu près 500 amendements, donc 10% des amendements. Et le texte est arrivé, comme c'est une loi de financement de la sécurité sociale, en séance, sur le texte de base du gouvernement. Et nous sommes, à l'heure actuelle, nous sommes à la moitié du nombre de jours. On a eu en fait 8 jours. Vous voyez, il nous reste actuellement 3 jours et demi. Enfin, bientôt, cette nuit, il nous restera 3 jours. Il nous restera le vendredi, le jeudi et une demi-journée, mercredi et mardi. Oui. Donc, oui, donc c'est impossible. On estime que sur les 20 000, grosso modo, qui avaient été déposés, si on fait 2-3 000, ça serait déjà formidable. On avance actuellement à 20-25 à l'heure, c'est-à-dire 25 amendements à l'heure. Donc, si vous extrapolez cela… On n'arrivera pas à l'article 7. On n'arrivera pas à l'article 7. D'ailleurs, la France insoumise ne veut pas qu'on arrive à l'article 7. Alors, pourquoi ? Moi, je ne peux pas empêcher la France insoumise, je ne comprends pas votre attitude. Ils me disent parce qu'ils pensent que l'article 7… Alors, moi, je leur dis, vous faites des hypothèses un peu aventureuses. Pourquoi ? Au sein de la majorité, il y a 4-5 députés qui ont dit qu'ils ne voteraient pas. Ils sont 250. Hein. Donc, vous pouvez mettre, disons, 245 sûrs, mais il y en a 4-5 pas sûrs. Après, les groupes Front National, les 4 groupes NUPES, tous contre. Ça fait 240 voix. Reste 2 groupes, les Républicains, Elliott. Nous sommes 20. Sur les 20, 15-16 sont contre, 3, peut-être 4 voteraient pour. Et le groupe Les Républicains, ils sont 62. Donc, vous voyez bien que tout va se jouer sur le groupe Les Républicains. Alors, Ciotti, qui est très critiqué par une partie du groupe, a été discuté, alors qu'il ne connaît rien au régime de retraite, et la réforme des retraites. Lui, c'est la sécurité. Sécurité, il est monomaniaque de la sécurité. Voilà. Il a donné au moins l'impression, il s'en défend un peu maintenant, d'avoir passé un deal avec les Républicains. Et dès l'article liminaire, avec les aides, on a vu éclater le groupe entre les pour, les contre et les abstentionnistes. Pour vous donner les chiffres, ils sont 62. Actuellement, j'en discutais tout à l'heure avec Laurent Pradier, ils estiment qu'ils sont déjà plus de 20 à voter contre. Ils voteront contre. Alors, il y a toujours le Marais, il dit 5, 6, 7. Vous voyez ? Donc, 26, 27. Il resterait 32, 33. Vous voyez ? Or, il manque 39 voix pour être sûr de passer. Voilà. 39 ou 42, 43, s'il y a quelques abstentions au sein de la majorité. Vous voyez ? Et donc, ça commence à devenir périlleux. Je vous rassure, en première lecture, il ne se passera rien, puisque
en application sur les lois de financement de la sécurité sociale. Quand on aura fini l'examen vendredi soir, on aura examiné, allez, 2000, peut-être 3000 des 20 000 amendements, pour faire simple, le gouvernement constatera qu'on n'a pas fini l'examen et donc transférera le texte, en principe, dans sa vision initiale, au Sénat. Le Sénat, bien entendu, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 15 jours. Donc, excusez-moi, sans les amendements. Il fait ce qu'il veut. Donc, le texte revient comme au départ. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Ah, il peut garder un ou deux amendements. Mais il y a très peu d'amendements qui passent, très très peu. Mais tout à l'heure, on a fait passer un petit amendement, changer réserve, mais qui n'a pas de portée sensible. Donc, direction le Sénat. Le Sénat va faire un texte qui ne sera pas forcément avec l'accord du gouvernement. Et ils voteront dans les 15 jours. Et donc, après, ça va revenir en commission mixte paritaire. Alors là, il y a deux hypothèses. On se met d'accord en commission mixte paritaire, c'est-à-dire la minorité présidentielle se met d'accord avec la majorité sénatoriale. C'est quand même assez étrange comme situation. Parce que sur la commission mixte paritaire, qui est majoritaire? Eh bien, il n'y a pas de majorité, puisque sur ces 7 députés et 7 sénateurs, la minorité présidentielle a réussi à avoir 4 des 7. Mais vous voyez bien que quand on est 14, si on vote, ils n'ont même pas un titulaire macroniste au Sénat. Donc, on voit bien qu'un accord. Donc, première hypothèse, ils se mettent d'accord sur un texte, bon, en fonction de ce que fera le Sénat, et il y a le vote final. Alors, le vote final, le problème, c'est que le gouvernement, à ce moment-là, a deux solutions. De tenter le passage en faisant voter les parlementaires, l'Assemblée nationale, ça peut peut-être passer de 2-3 voix. Vous voyez, c'est extrêmement serré. Ou, s'il n'est plus sûr du groupe Les Républicains, d'où d'ailleurs les déclarations de Madame la Première ministre disant que M. Ciotti est un partenaire fiable, voilà, oui, il n'est pas si fiable que ça, parce qu'il n'est pas maître de son groupe. Voilà, c'est plus du tout le groupe tel qu'on avait pu le connaître au RPR, où tout le monde en ligne, tout le monde. Non, c'est plus du tout comme ça. Voilà. Et donc, s'ils craignent de ne pas passer, ben, ils peuvent déclencher le 49.3, mais à toute vitesse. Alors là, motion de censure immédiate. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et ils espèrent que ça passera comme ça. Alors, il y a une dernière hypothèse. Déposée par qui? On va parler tout au parti des oppositions. Le Front National, le NUPES. Il peut y avoir plusieurs motions de censure? Bien sûr, oui. D'accord. Oui, c'est bon, il suffit d'être. Pas comme la motion référendaire. Il suffit d'être 58. Pas comme la motion référendaire. Non, une motion référendaire, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et là, il y en a avoir plusieurs. Non, on peut en déposer, plusieurs peuvent être déposés. Mais comme il y avait un trou dans le dispositif, on a fait le parallélisme par rapport effectivement aux motions de censure. Quand il y a plusieurs motions de censure, on tire au sort. Sauf que la nôtre n'a pas été tirée au sort. Non seulement elle n'a pas été tirée au sort, mais elle a refusé, alors qu'on peut déposer une motion référendaire jusqu'à la fin de la discussion générale. Or, on n'était pas à la fin de la discussion générale, on était 1 heure avant le début de la discussion générale. Donc, elle aurait dû accepter. Je pense qu'elle a fait truc de forfaiture. D'ailleurs, on saisira le Conseil constitutionnel, notamment sur ce point, sans empêcher le vote d'une motion référendaire. Et la NUPES et quelques autres, d'ailleurs, avaient demandé à notre groupe d'être le porteur. Et le président Blanchet m'a demandé moi-même d'être le porteur, en espérant que, comme c'était un centriste qui portait la motion référendaire, moi, je vais vous dire, sur le fond, je ne suis pas pour les motions référendaires. Un problème aussi complexe que la réforme des retraites, ça ne peut pas être par un oui ou par un non. Mais je l'ai fait parce que la procédure utilisée de la loi, c'est un déni de démocratie. Et moi, je doute de sa constitutionnalité. Mais ce n'est pas moi qui en décide, ce sera le Conseil constitutionnel et qui sera saisi notamment sur la procédure. Voilà. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Vous allez peut-être les lire vous-même, d'ailleurs, je pense. On va commencer par le bas. On commence par le bas. Voilà, attendez, on descend un peu, si j'y arrive. On commence pas par le haut? Ben oui, j'aimerais bien. Je vais essayer on va commencer par le bas. Alors, il y en a d'autres. Alors, pardon, nous regardons. Oui, le premier est là. Alors, attendez, non, elle est où? Non, attendez, je la descends. Voilà, là, je vais. Merci, monsieur Le Courson. C'est une usine à gaz, il y a des aspects positifs. Y a-t-il quand même des aspects positifs assez très forts? Oui, il y a quelques aspects positifs. La révélation des petites retraites,
mais on a fait rêver les gens en croyant que tout le monde allait être à 1 200 €. Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui sont éligibles et qui actuellement sont au MICO, ils auront grosso modo 56 € supplémentaires par mois en net. Voilà. Donc, il y a des petites retraites sur lesquelles tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut les revaloriser. Encore faut-il avoir une cohérence entre le MICO et le minimum vieillesse. Oui. Alors, autre aspect sur un effort sur ce qu'on appelle la pénibilité. Bien que, là encore, on est dans une situation où c'est un peu une usine à gaz, mais bon, de tenir compte d'une majoration des annuités pour avoir eu des activités pénibles. Il y a quelques améliorations concernant la prise en compte pour les invalides ou les handicapés de la période de handicap. Vous voyez, bon, il n'y a pas que du mauvais dans cette... Mais je crois que l'inspiration fondamentale est mauvaise. Voilà, on pourrait simplifier en disant la grande critique, si vous voulez, c'est qu'au lieu d'inciter les gens à travailler plus longtemps, on veut les obliger. Et la grande critique sur l'injustice de cette réforme, elle est fondée. Car en partant de 62 à 64 ans, à qui on demande des efforts? Au cadre? Pas du tout. Quand vous commencez à travailler à 22, 23, 24 ans, vous rajoutez 43, voire 42 ou 43 annuités, eh ben vous êtes déjà bien au-delà de 64 ans. Donc, ce n'est pas eux qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, c'est ceux qui commencent à travailler jeunes. Alors, certes, ils ont essayé de donner quelques bonifications, vous voyez, et la Première ministre, d'ailleurs, a encore cédé dans un interview qu'elle a donné au journal du dimanche, en disant on pourrait bonifier davantage ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Naturellement, parce que si vous commencez à travailler à 20 ans et qu'on porte à 43, ben, ça fait 63 ans. Voilà. Donc, vous êtes encore obligé, et ce n'est pas un choix, alors que vous avez toutes vos annuités. Que nous, on plaidait pour, quand vous avez vos annuités, vous pouvez partir. C'est les carrières longues. Et de dire aux gens plus de liberté, mais plus de responsabilité. Ça, c'était une réforme qui nous paraissait, nous, juste. Et ce qui fait n'est pas juste. D'ailleurs, vous remarquerez que le gouvernement n'ose plus trop dire c'est une réforme juste. Parce que les Français ont fini par découvrir que c'était les catégories les plus modestes qui commencent à travailler plus jeunes et qui ont les métiers parfois les plus durs, les plus pénibles, etc., qui paieraient les économies. Les 18 milliards. C'est ça quand même le grand problème de cette réforme. Et je crois que Mme Borne, elle paye, si vous voulez, une décision du président en disant on part de 62 à 65 ans. Il aurait dû rajouter d'ailleurs du régime général, puisqu'il y a certains qui sont déjà à 65 ans, vous voyez, et il y en a d'autres qui sont bien en dessous. Alors on va rajouter en fait 2 années à tous les régimes, vous voyez, en disant cela. Et puis ils ont découvert aussi, les Français, que les femmes qui ont quand même des problèmes spécifiques, parce que c'est souvent elles qui portent une partie du coût d'éducation des enfants, et certaines s'arrêtent ou font du temps partiel et donc ont 40% de retraite de moins que les hommes. Alors 40%, vous me direz, bah oui, mais si elles gagnent 40%, non, elles ne gagnent pas 40% de moins. À égalité, elles sont à peu près moins 15%. Et de formation, d'éducation, d'ancienneté, etc. Donc, et ça s'est quand même réduit. Il y a une amélioration. On n'est pas encore à l'égalité en matière de rémunération. Donc, si vous voulez, les retraites, en fait, les 40%, c'est de l'ordre de 15% liés à des différentiels encore de salaire qui existent dans certaines branches, mais aussi une spécialisation dans des métiers moins rémunérés aussi des femmes. Donc, il y a plusieurs facteurs, les facteurs structurels, etc., qui expliquent cette situation. Mais cette loi, elle n'est pas faite pour les femmes. Ça c'est certain. Vous voyez, et penser qu'ils n'ont rien fait en matière de droits familiaux. D'ailleurs, Dussopt était très ennuyé quand on a soulevé le problème. Alors, il a tout de suite fait une lettre au président du corps pour lui demander un examen des droits familiaux dans les 42 régimes. Il a reconnu d'ailleurs dans une interview, d'ailleurs aussi au journal du dimanche, que c'est vrai que c'était l'une des sources de plus grande inégalité. Mais quand on parle de justice, il faut s'attaquer là, me semble-t-il, où il y a le plus d'injustice.
Et on pouvait faire une réforme qui ne coûtait pas globalement. Oui. Si les uns ont 2 annuités, par exemple, par enfant dans le régime général et d'autres sont à 1,5, eh ben, on calcule, bon, si c'est une année 0,3 ou 1,4, on dit voilà, tout le monde a une année 0,4. Vous voyez, les majorations pour enfants sur les pensions, même chose. Si les uns sont plafonnés à 10% et les autres vont à 25%, on calculait, et on pourra peut-être d'ailleurs commencer à partir du 2e enfant, parce que le dispositif existant sur les majorations pour enfants, on commence au 3e enfant, il était cohérent il y a 40-50 ans. La moyenne des familles était autour de 3, mais actuellement, la moyenne des familles est même à peine à 2, même un peu en dessous de 2. Donc, ça aurait été logique de dire, bon, bah, on va donner, par exemple, 3% aux enfants. D'ailleurs, on pourrait aussi bonifier en fonction du nombre d'entrants, de dire c'est 3 pour le 2e, 4 pour le 3e, 5 pour le… etc. Vous voyez, bon, toute une discussion là-dessus, qui, à mon avis, mais tout le monde est traité dans tous les régimes de la même façon. Vous voyez, il y avait même certains qui disaient qu'il faudrait même forfaitariser, c'est-à-dire c'est tant par enfant, vous voyez, c'est pas un pourcentage de la pension. Bon, tous ces débats sont légitimes, mais c'est un trou béant de ce dispositif de réforme. Alors, je vais te lire le prénom, là, donc ça c'était Franck, Lisée, Arnold, qu'est-ce que je sais? Alors, le droit teutonique adborest. Bon, okay. Oui, c'est un peu vrai, quoi. Tous s'en rendent, tout le monde est les mêmes, mais non, les gens sont divers. Certains veulent arrêter plus tôt parce qu'ils ont un conjoint dont ils doivent s'occuper, leurs vieux parents, enfin que sais-je, ou un enfant qui va pas bien, enfin que sais-je. Il y en a d'autres pour qui leur travail, c'est toute leur vie, et certains vont jusqu'à faire des dépressions le jour où ils arrêtent. Donc, si vous voulez, c'est de tenir compte aussi d'une relation au travail. Alors, je vous parle de ça parce que il y a eu un débat assez amusant entre les défenseurs du droit à la paresse et les autres qui disent le travail, c'est nec plus ultra. Et je dis, attendez, la réalité sociale, c'est pas celle-là. Il y a des métiers durs et pénibles où souvent des gens n'ont qu'un espoir, c'est de prendre leur retraite le plus vite possible. Mais il y en a d'autres, c'est exactement l'inverse. Donc, respectons la diversité et respectons la liberté de chacun. Chacun n'est pas constitué de la même façon, n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, n'a pas les mêmes contraintes, enfin que sais-je. Ah, effectivement, la façon dont est élaboré ce projet, c'est quand même un droit plutôt tonique, pour utiliser ce que dit Arnold Wallman. Voilà. Alors, le suivant, ça fait du bien d'entendre enfin un exposé clair d'un député. Ben, je vous remercie, ça veut dire que les autres ne sont pas très clairs. Bon, alors, le prénom comme ça. Alors c'est Schatz à tous les mondes. À tout le monde. Alors, voilà. Alors, Martine Janin, on comprend mieux pourquoi les salariés s'énervent à ce sujet quand on entend tous ces régimes spéciaux. Oui, mais il n'y en a que 5. Hein. Il n'y en a que 5, les régimes spéciaux qui sont mis en extinction. Hein. Mis en extinction, ça ne veut dire pas qu'on les supprime. Ça veut dire que ceux qui y sont, ils restent leur vie durant, mais que les nouveaux recrutés dans ces entreprises sont au régime général. Ce qui est la seule position, je trouve, moi j'ai toujours défendu cette thèse depuis des années, c'est la seule façon pour en sortir et rétablir à terme une égalité entre les Français. Alors, Grégory pose la question, la pénibilité, même si c'est une bonne idée, est une usine à gaz à monter. Oui, comment quantifier tous ces cas? C'est impossible. Je ne suis pas très loin de penser comme vous. Il y avait une autre approche possible, mais ce n'est pas celle qui a été retenue in fine, ou que très partiellement, c'était de faire ce qu'on fait sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est-à-dire d'examiner le lien entre l'état de santé d'une personne et les métiers successifs qu'il a occupés. Alors, et de voir, parce que les deux mêmes personnes qui ont eu la même carrière n'ont pas la même incidence sur leur santé. Vous avez des gens plus fragiles, qui ont des fragilités, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus robustes, vous voyez. Bon, donc c'est vrai que c'est… Mais tout le monde reconnaît qu'il faut trouver quelque chose sur la pénibilité. Voilà. Alors, Martine Janin, mais pourquoi vouloir tout changer? Le gouvernement savait-il toutes ces complications à réformer? Certainement pas tous les membres du gouvernement, si vous voulez mon sentiment. Et je pense que le président Macron voulait, moi je pense psychologiquement, marquer qu'il avait réussi à réformer les retraites après un premier échec.
Et voilà, même s'il a complètement changé son fusil d'épaule, c'est-à-dire que ce n'est plus une réforme structurelle, c'est une réforme paramétrique. Voilà. Alors, chat à tout le monde, c'est clair que Macron cherchera à acheter des votes à haine. Il a annoncé un prochain remaniement. Oui, alors, si vous voulez acheter les votes, vous savez, tout le monde n'est pas vendable, tout d'abord. Hein, et alors, quand c'est quelques voix qui vous manquent, peut-être, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ont des convictions et vous ne les ferez pas changer. Alors, question de Martine Janin, les LR seraient soulagés si tout se termine et s'ils visent la présidentielle plus tard, la réforme sera faite, ils n'auront plus à la faire. Oui, oui et non, parce que les LR, je l'expliquais tout à l'heure, sont très partagés. Très partagés, vous voyez. Je discutais avec l'un d'entre eux, avec Aurélien Pradier, mais avec Bazin, qui font partie des Antilles, et ils me disent qu'ils gagnent du terrain de semaine en semaine. Hein. Et beaucoup d'entre eux, et pas que chez les LR, sont inquiets de la tournure des événements. Moi, j'étais avec mon secrétaire départemental de la CFDT vendredi. On a longuement discuté. Ils me disent, pour le moment, on tient les troupes. Je ne sais pas combien de temps on va les tenir. Parce qu'il me dit, il y a incontestablement une radicalisation de l'opinion publique. Et on le voit dans les sondages. Vous savez, quand vous êtes à 75-80% des actifs qui sont contre, et qu'il reste 25-30% qui sont pour, mais qui sont les gens pour. Au début, avant que les gens découvrent le contenu de ce texte, c'était beaucoup les retraités. Effectivement, les retraités ne sont pas concernés par... On ne leur demande rien. Et ils disent, grâce à ça, on nous maintiendra le pouvoir d'achat. Bon, c'est ça. Bon, après tout, voilà. Mais ça a basculé. Hein. Maintenant, même une majorité des retraités sont contre. Ouais. Quel est votre pronostic in fine? Je vais vous dire, tout peut arriver. Oui. Parce que le débat, il n'est pas simplement dans l'hémicycle, il est aussi dans la rue. Oui. Et donc, si le pays se bloque, c'est pas parce qu'ils arriveraient à arracher de quelques voix un vote à l'Assemblée nationale qu'ils en sont sortis. Alors, Grégory, pourquoi avoir instauré un âge minimal de départ à la retraite? Ne peut-on pas laisser partir les personnes à partir lorsqu'elles ont tout leur trimestre? Bien sûr, nous, c'est notre position. C'est notre position. Et qu'il ne faut pas toucher à l'âge légal. Outre la réforme des retraites, le risque inflationniste ne serait-il pas de s'aborder toute projection? Oui, vous savez, les projections, beaucoup de gens parlent des projections qui ont été faites par le corps. Alors, je fais partie des quelques-uns qui ont lu intégralement cette brique de 400 pages, avec beaucoup d'annexes intéressantes, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais les projections du corps valent leurs hypothèses, les hypothèses qu'ils ont retenues. Je vous donne quelques exemples. On nous dit tout le monde est à 65 ou 67 ans en Europe. Oui, mais la France n'a pas la même situation démographique. C'est nous qui avons la moins mauvaise. Je ne dis pas qu'elle est bonne. La moins mauvaise. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas demander à un peuple de travailler aussi longtemps s'il a une très bonne démographie ou s'il a une mauvaise démographie. Prenez les Japonais qui perdent des habitants tous les ans avec un vieillissement, comme les Chinois, etc. Ils sont condamnés à travailler jusqu'à 67, 68, 70 ans s'ils veulent maintenir des retraites correctes. Hein, parce qu'on ne peut pas non plus… Alors, pour revenir au corps, les projections qu'ils ont fait, ils ont fait l'hypothèse du maintien du pouvoir d'achat des retraites, point. Mais dans le système public, ça veut dire qu'on ne révalorise pas le point pendant les 5 ans qui viennent. C'est intenable. C'est intenable. Vous voyez, ils ont fait des hypothèses de productivité du travail, disons, on va simplifier, de croissance économique qui vont de 0,7% par an à 1,5%. Vous voyez, et ils ont repris l'hypothèse centrale à 1%. Bon, encore, 1%, c'est l'ordre de grandeur. On ne les a pas fait dans les dernières années, mais il y a la crise du Covid, en fait, etc. Ils ont pris une autre hypothèse, alors là, qui n'est pas réaliste, c'est qu'on va descendre à 4,5% le taux de chômage, on est à 7,2%. Ouais, ça c'est pas raisonnable, vous voyez. À l'inverse, ils ont retenu des hypothèses démographiques de la poursuite de l'augmentation de l'espérance de vie. Ils ont retenu une hypothèse d'un peu plus d'1 mois par an.
beaucoup de gens, beaucoup de démographes sont dubitatifs. On assiste dans beaucoup de démocraties avancées à une quasi-stabilisation de l'espérance de vie, vous voyez, alors qu'on gagnait plus de 2 mois par an dans les 2 dernières décennies. Donc, l'espérance de vie avait beaucoup augmenté, vous voyez. Bon, donc, il y a tous ces phénomènes qui rendent, si vous voulez, les prévisions extrêmement fragiles. Et puis, le choix de ce texte, c'est on n'augmente pas les cotisations. Ce n'est pas tout à fait exact, d'ailleurs, parce qu'on augmente un petit peu la cotisation patronale, mais on diminue à due concurrence la cotisation accident du travail, qui est une cotisation patronale. Donc, c'est plus X moins X, si vous voulez. Mais bon, c'est 1 milliard, 1 milliard et demi. Bon, voilà, c'est pas. Ouais. Donc, grosso modo, on ne touche pas aux recettes. Il n'y a pas un vrai effort, si vous voulez, de justice sociale, en disant, écoutez, on va demander des efforts à ceux qui ont les meilleures retraites pour financer les petites retraites. Il n'y a pas d'approche de ce type. C'est une approche, je trouve, très technocratique et paramétrique, quoi. Voilà, on joue sur des paramètres, on garde 37 des 42 régimes, vous voyez. Donc, voilà, ce n'est pas une réforme structurelle. Alors, outre la réforme. Alors, pourquoi avoir instauré un âge minimal de départ à la retraite? Oui, c'est partir. Ça, j'ai répondu. Outre la réforme des retraites, le risque inflationniste n'est-il pas de s'aborder toute projection? Oui et non, parce que les projections, elles sont faites en pouvoir d'achat constant. Donc, on neutralise. Ils ont fait l'hypothèse du maintien du pouvoir d'achat des retraites dans le corps et l'augmentation des revenus du travail de 1% par an. C'est-à-dire le maintien, si vous voulez, en termes macroéconomiques, du partage salaire-profit. Voilà. Bon, grosso modo, ça se maintient. Bon, est-ce que cette hypothèse est réaliste? Ça veut dire en termes clairs que quand vous projetez à 10 ans, le niveau relatif des retraites par rapport aux revenus d'activité se dégrade constamment. C'est-à-dire que les retraités qui actuellement sont à 102, 103, 104%, c'est-à-dire que le retraité moyen a un niveau de vie de 102, 103% supérieur aux revenus moyens des actifs. Vous voyez, peu à peu, naturellement, quand vous décrochez d'1% par an, au bout de 10 ans, vous allez retrouver à 90-92% des retraités par rapport aux actifs. Vous voyez, là encore, c'est des hypothèses. Moi, j'ai quelques doutes. Alors, question suivante. Un rééquilibrage entre le calcul de la retraite du public et du privé est-il envisageable? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? 26 mois dans le public et 25 mois. Alors, et 25. Oui, alors, c'est une affaire compliquée. Dans le public, je simplifie. Il y a 25 ans dans le public. Oui, alors, c'est pas 6 mois, c'est les 6 dernières, c'est votre rémunération de vos 6 derniers mois. Voilà. Mais le problème dans le public, c'est qu'on ne tient pas compte des primes qui ne sont pas cotisées, sauf certaines d'entre elles, pour être très précis. Et donc, quand vous comparez ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire quel est le montant de votre retraite par rapport à votre revenu d'activité, du public et du privé, ce n'est pas très différent globalement. Mais analytiquement, c'est très différent. Dans le public, les taux de primes sont croissants en fonction, grosso modo, de l'indice. C'est-à-dire que plus votre indice est élevé, plus vous avez un taux de prime élevé et qui va jusqu'à 100%, c'est-à-dire un doublement. Et donc, quand vous comparez, alors que dans le privé, vous cotisez sur tout. Donc, la hiérarchie des retraites dans le privé est à peu près cohérente avec la hiérarchie des salaires, ce qui n'est pas le cas dans le public. En d'autres termes, les fonctionnaires modestes ont une meilleure retraite que le régime général, mais plus vous montez dans la hiérarchie, plus ça bascule. Et donc, les cadres supérieurs de la fonction publique ont une bien plus mauvaise retraite relative que les salariés du privé. Voilà. C'est pour ça que c'est assez compliqué.
Alors, attendez, je suis un peu trompé dans les trucs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Je ne vois plus les questions. Là, mais attendez, je vous les remonte. On était où? Alors, il y avait une question. Voilà, je suis retraité. Je suis retraité. Alors, attendez. Je suis retraité dans le privé, 60 ans et 6 mois, en 2015. Oui, je touche une partie sécurité sociale, une partie complémentaire. Mais quand on parle de retraite, de quoi parle-t-on? Oui, alors c'est une très bonne question. Les lois de financement de la sécurité sociale, on avait beaucoup, et j'étais rapporteur, j'étais l'un des rapporteurs de la loi organique, c'est que le champ des lois de financement de la sécurité sociale, c'est uniquement les régimes de base, c'est pas les régimes complémentaires. Et donc, le problème, comprenez, les salariés du privé, grosso modo, Agirc Arrco est calé sur le régime général, un chouïa après. Bien. Quand vous regardez ce que représentent les retraites complémentaires par rapport aux retraites de base, globalement, c'est 2/3 régime de base, enfin régime général, et 1/3 régime complémentaire. Mais plus vous augmentez le revenu, vous voyez, pour des cadres supérieurs, vous êtes à 60-65% de leurs retraites qui sont faites du complémentaire, voire dans certaines branches et certaines entreprises, des surcomplémentaires, et qui sont beaucoup plus importantes. Or, cette année, pour vous prendre l'exemple de 2023, l'Agirc Arrco, qui a géré avec beaucoup de rigueur, et beaucoup mieux géré d'ailleurs cette caisse que n'a géré l'État, les régimes de base, ont augmenté de 5,2 de mémoire, 5% grosso modo, alors que le régime général a été augmenté en équivalent de 2-3%. Donc, si vous voulez, les retraités cadres ont une augmentation de leur retraite au pluriel supérieure à ceux des plus modestes, qui vont avoir peut-être 20% de leur retraite composée de régime complémentaire et 80% de régime de base. Vous voyez ? Et donc, la logique, si vous voulez, ça serait un régime dans lequel on tient compte de toute votre carrière. Parce que dans le privé, on est à 25 meilleures années. Dans le public, c'est les 6 dernières années. Vous voyez ? Ça serait logique. Mais la contrepartie, ça serait que dans le public, on cotise sur la rémunération totale, c'est-à-dire la rémunération indiciaire, comme on l'appelle, plus toutes les primes. Alors là, ce serait une grande révolution. La grande révolution, ça serait de mettre en extinction tous les régimes spéciaux, y compris éventuellement le régime des fonctionnaires, pour les mettre au régime général. Mais là, vous allez vous heurter au problème des catégories actives et des catégories super actives. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parmi les fonctionnaires, vous avez des catégories actives. Par exemple, les pompiers sont catégorie active, donc ils partent à 57 ans. Donc 5 ans avant les 62 ans. Les super actives, c'est par exemple les policiers, c'est 52 ans. Les douaniers, c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils partent à cet âge-là, mais c'est l'âge légal. Ils peuvent continuer, beaucoup d'ailleurs continuent au-delà, mais c'est l'âge légal à partir duquel ils peuvent partir. Vous avez le problème des militaires. Les militaires, c'est que vous pouvez partir après 17 ans, mais vous avez une retraite proportionnelle, donc modeste. Vous avez 17 42e actuellement, vous voyez, et donc c'est une retraite modeste, mais après la plupart ils travaillent, ils font d'autres choses, vous voyez. Et donc c'est là où c'est très compliqué. D'ailleurs, on l'avait vu lors de la réforme avortée précédente. Le gouvernement a fini par un coup d'amendement, etc., de reconstituer au sein du régime universel des régimes particuliers. C'était, voilà, parce que vous voyez bien que ça ne tenait pas. Donc, si vous voulez, l'idée d'une unification des régimes de retraite, c'est quelque chose qu'on peut faire à très long terme, vous voyez, en mettant en extinction des régimes. Et tous les nouveaux entrants sont au régime général, mais avec certaines particularités. C'est plus facile à faire dans certains régimes spéciaux que dans d'autres. Par exemple, la CNRACL, c'est-à-dire les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, je pense que ça serait moins difficile de les mettre dans le régime général, avec quelques spécificités, les nouveaux entrants, de mettre en extinction cette caisse, par exemple. Vous voyez ? Alors, question suivante. Alors, on a fini ? Non. Alors, elle là. Pourquoi
Pourquoi ne pas supprimer les cotisations patronales et salariales pour les personnes ayant leur trimestre? Ça améliorerait le pouvoir d'achat des personnes tout en incitant à garder leur trimestre. Alors c'est l'idée symétrique de celle qui a été adoptée. Alors, vous avez raison, l'année dernière, dans la loi de financement, on a adopté une mesure pour encourager les médecins retraités à retravailler. On leur a supprimé les cotisations retraite. Mais en contrepartie, ils n'ont pas de majoration de leur retraite. Moi, je pense que ce que propose le gouvernement, ce qui est l'inverse, c'est-à-dire si vous cotisez, ça vous ouvre des droits supplémentaires. Moi, je pense que c'est plus logique que l'inverse. Enfin, on peut en discuter. Voilà. Que pensez-vous du fait qu'un travailleur produit plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans pour autant d'heures travaillées? Ben, bien sûr, ça s'appelle la productivité du travail. S'il n'y a pas d'augmentation de la productivité du travail, il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Vous voyez, globalement, voilà. Donc, le problème, c'est que la productivité du travail, si vous voulez, ralentit. La croissance ralentit, vous voyez. Ouais. On est autour de 1% actuellement. On était à 5% dans les années 60, même 70. Pour une telle réforme, question suivante, pour être accepté, nous devrions être en période de sécurité sociale en pleine inflation. Ah, attendez. Attendez, moi, je vais sauter. Attendez. Bougez pas. Là, je n'ai pas fini. Elle est là. Là, voilà. Pour une telle réforme, pour être accepté, nous devons être en période de sécurité sociale, en pleine inflation, la période des matchs choisis. Alors, pourquoi maintenant? Alors ça, il faut s'adresser au président de la République. Pourquoi il a voulu faire cette réforme très vite, puisque on a été élu il n'y a pas longtemps, il y a maintenant 6-7 mois. Je pense qu'il s'est rendu compte que la fois dernière, il avait trop tardé. Je pense que c'est ça. Et qu'il veut absolument pouvoir finir son mandat en disant « Moi, j'ai réformé les retraites ». Ça, je pense que… Voilà. Et 62-64 ans sera un marqueur de mon deuxième septennat. Quinquennat. Et donc… moi, je crois que c'est ça. Et ce n'est pas le gouvernement. Il y a le président qui est derrière, qui dit machin, il faut tenir bon. Vous voyez. Des collègues de l'ex-majorité, je les appelle la minorité présidentielle, puisqu'ils sont minoritaires de 40 voix à l'Assemblée, me racontaient qu'ils ont été convoqués par le secrétaire général de l'Élysée, M. Collère, parce qu'ils avaient commencé à exprimer qu'ils n'étaient pas d'accord sur tel point, qu'ils avaient déposé des amendements pour se faire engueuler. Alors ça a été chaud. Ils ont posé la question, monsieur le secrétaire général, vous êtes député? Vous avez été élu par le peuple? Bon, alors nous, on n'est pas des gamins. Et donc, je leur dis, mais néanmoins, quand ils m'ont raconté ça, j'ai dit, mais néanmoins, tu voteras le texte. Ils m'ont dit, ouais, on votera quand même le texte. Vous voyez, mais on voit que, non, il y a une montée des périls, si vous voulez. Moi, je pense que rien n'est écrit, vous voyez, et que tout peut encore se jouer à l'Assemblée et dans la rue. Parce qu'ils ont quand même réussi cette performance extraordinaire d'unifier tous les mouvements sociaux. Et vous remarquerez que les représentants du patronat, c'est-à-dire les 3 organismes représentatifs, je ne dis pas qu'ils sont aux abonnés absents, mais qui ne se mouillent pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. Et il faudrait que vous interrogiez Macron en personne pour dire pourquoi vous vous acharnez là-dedans. Alors, question suivante. Il faudrait remettre à plus tard cette réforme. Oui, c'est une solution. Là où je veux en venir, est-ce que la réforme prend en compte l'aléa du progrès? Pas en tant que tel, si vous voulez, mais dans les projections du corps, sous forme de la productivité du travail. Le progrès, c'est quoi? C'est qu'avec le même nombre d'heures travaillées, vous produisez plus. Et c'est comme ça qu'on a considérablement augmenté le niveau de vie des peuples dits développés. Et il faudra réécrire les conventions collectives. Oui, il y aura des adaptations des conventions collectives. Le droit teutonique était une remarque sur le régime spécial en Alsace-Lorraine. Oui, mais le régime alsacien-mosellan a des spécificités essentiellement sur la maladie, puisque en Alsace-Moselle, ils ont 2 régimes superposés, ils sont au régime général et ils ont un régime spécifique qui gère bien d'ailleurs, qui est financé à parité entre les cotisations patronales et les cotisations employeurs.
Une nouvelle loi sur la retraite était indispensable pour sauvegarder la pérennité des régimes. Alors ça, moi, je pense que oui. Mais faut-il assurer la pérennité des régimes au pluriel ou faut-il aller dans le sens d'une plus grande justice en mettant en extinction les régimes? Moi, j'ai toujours défendu cette thèse depuis un tiers de siècle. Quel va être le taux de cotisation du casse-pension des fonctionnaires d'État en conservant le même nombre de fonctionnaires sur les prochains 10 ans? Alors, en fait, le nombre de fonctionnaires État baisse constamment parce que la réforme des PTT, il y avait 400 000 fonctionnaires et ça a été mis en extinction. Donc, si vous voulez, il y a 2 millions de fonctionnaires de l'État, pour simplifier, et avec les 400 000 agents des PTT, on était 2,4 millions. Et donc, ce nombre de fonctionnaires, ces 400 000 disparaissent. Donc, c'est pour ça, dans les projections, vous voyez que le nombre d'actifs et de pensionnés va baisser pour les pensions civiles et militaires, mais pas du fait du nombre de réduction des fonctionnaires qui travaillent dans l'État français, mais de la disparition des anciens fonctionnaires des postes de télécommunications, comme on disait à l'époque. Voilà. Alors, question suivante, un peu comme... Alors là, je n'arrive pas à lire. Un peu comme le régime fiscal qui est différent. Oui, sur certains points. Bonsoir, monsieur le député. Peut-on imaginer que LFI cherche à retarder le débat le temps que les députés LR contre la réforme convainquent leurs collègues? Oui, un peu. Moi, ils me l'ont avoué. Ils ne veulent pas qu'on vote et qu'on arrive à l'article 7. Ah ouais. C'est ça leur truc. Donc, ils vont faire du forcing. Vous voyez, cette nuit, on n'aura pas fini à minuit d'examiner l'article 2. Et donc, ils ont tout fait pour qu'on n'arrive pas à l'article 7. Ouais. Quel va être le taux de cotisation casse-pension des fonctionnaires d'État en conservant le même nombre de... Ah, mais ça, j'ai répondu. Merci Charles, tout à fait. C'est Jean-Brice, monsieur. Madame la Première ministre, vous a-t-elle questionné et avez-vous eu l'occasion de lui dire tout ce que vous dites en ce moment? Oui, notre président de groupe, moi je vais préparer des fiches, donc à exposer à la Première ministre quelles étaient nos demandes. Nous, on a dit qu'on était tout à fait ouverts, mais que s'ils ne modifiaient pas leur position sur l'article 7, ou plus exactement la partie de l'article 7, c'est-à-dire les 62-64 ans, la très grande majorité du groupe voterait contre. Alors, question suivante. Alors, la France se situe à la 2e place derrière l'Italie pour le montant des dépenses publiques de retraite en pourcentage du PIB. Oui, c'est exact. Loin devant la moyenne des pays 9-1. Peut-on se permettre de continuer à dépenser autant et accumuler les déficits? Alors, c'est vrai que nous avons le régime pas le plus avantageux d'Europe. Les Italiens sont devant nous, mais le problème aussi, c'est le rapport démographique entre actifs et retraités. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, la France a des meilleurs ratios actifs sur inactifs, même s'il se dégrade. Il est à 1,7 actuellement. Vous voyez, dans le régime général, on est à 1,7 et il se dégrade continuellement dans les projections démographiques, qu'on peut contester d'ailleurs, on serait à 1,3 en 2050, vous voyez. Donc, on a, et ça, c'est un problème fondamental. Mais peut-on se permettre de continuer à dépenser autant? Vous savez, les déficits ne sont pas énormes. Il faut toujours rappeler les chiffres. L'ensemble des régimes de retraite français, régime de base, du régime complémentaire, c'est 365 milliards. Alors, vous voyez bien que quand vous discutez sur des déficits de 2-3 milliards par an, si vous réévaluez d'un point de moins, vous voyez, ça peut se rééquilibrer assez vite. On n'est pas dans la situation de l'État qui, lui, son déficit est de 155 milliards pour des dépenses de fonctionnement de 500 milliards. Donc, il y a 30% de déficit, c'est colossal. Ce n'est pas le cas des régimes de retraite. Et en plus, on parle des régimes de retraite. En fait, il y a 42 régimes. Prenez le régime Agirc-Arrco, il est en suréquilibre de 3 à 4 milliards. Vous voyez, et ils ont 80 milliards de réserves. Et prenez le régime des clercs de notaire, il est totalement équilibré, ils ont 800 millions de réserves. Alors, pour les agents de la Banque de France,
compliqué, ils ont 15,4 milliards de réserves. Et donc, j'ai d'ailleurs posé la question dans le débat, qu'est-ce que vont devenir les réserves? Alors, le gouvernement ne sait pas répondre. Il dit, on verra ça dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Dans l'ancienne réforme du régime universel, ils pensaient pouvoir mettre la main sur les réserves. Voilà. Et en fait, ils n'auraient pas pu mettre la main sur l'essentiel des réserves, car ce sont des fonds privés appartenant à ceux qui ont cotisé. Et donc, c'était une expropriation. Moi, je vais faire des travaux de constitutionnalistes là-dessus, et qui concluaient tous qu'une bonne partie de ces réserves, en fait, sont propriété des assurés et qu'on peut pas, l'État ne peut pas en disposer. C'était la grande crainte des régimes des libéraux. Oui, dont partie, parce que de mémoire, 35 milliards, je crois. La seule chose dont on peut déposer à peu près librement l'État, c'est le FRR. Mais le fonds de réserve des retraites, celui qui avait été fait du temps de Rocard, à défaut de réformer les retraites, il avait fait un FRR. Alors là, le gouvernement pourrait l'utiliser pour combler tel ou tel. Mais vous savez, 20 et quelques milliards, ça se consomme très très vite quand vous ne réformez pas les retraites. Allez, une dernière question peut-être. Alors, une dernière question. Savez-vous pourquoi les députés des filles ne veulent pas parvenir à l'article 7? Oui, parce que, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, ils pensent que ils pensaient que les républicains voteraient en bloc l'article 7. Mais je leur ai dit, mais là, vous vous trompez. Les républicains sont divisés sur cette affaire et donc il n'est pas sûr, c'est même certain, qu'ils ne voteront pas pour en bloc. Et donc le problème, c'est que ça pourrait parfaitement, si on arrive à l'article 7, aboutir à une annulation de l'article 7. À ce moment-là, le texte est mort. Oui, c'est ça. Le texte est mort. D'ailleurs, ça a failli arriver dès l'article liminaire, puisque j'avais déposé un amendement qui a failli être voté. Ça a été très serré. Il y avait, ça s'est joué à 10 voix. Voilà. Et tout le monde n'était pas là. Est-ce qu'à chaque mandat, le gouvernement en place devra faire sa propre réforme des retraites? Entre nous, c'est pas un choix. Quand vous avez des déficits, vous savez, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a augmenter les recettes, diminuer les dépenses et essayer d'augmenter le taux de croissance. Voilà, c'est-à-dire qui indirectement diminue les dépenses et augmente les recettes. La comparaison avec d'autres pays est-elle si pertinente? Si on regarde la Turquie, départ à la retraite à 55 ans, elle aura bientôt été augmentée avec une fiscalité différente et un régime social différent. Nous avons une spécificité probable. Y a-t-il, selon vous, une volonté de l'Union européenne là-dessous? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment une responsabilité des États. L'Union européenne a simplement essayé pour les travailleurs transfrontaliers, étrangers dans un autre pays de l'Union, d'avoir un traitement uniforme, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les travailleurs non nationaux et les travailleurs non nationaux, au moins européens. Et puis, ils ont essayé d'aider à la coordination qui est très, très compliquée entre les régimes de retraite des différents pays pour ceux qui ont travaillé dans plusieurs pays et donc qui ont des droits dans plusieurs pays. Voilà. Mais non. Le problème, si vous voulez, c'est que le régime de retraite est un élément du déséquilibre quand il y a un déficit des finances publiques. Mais vous voyez, dans ce qui concerne l'État français, enfin les finances publiques françaises, on est à 5% de déficit public. Alors 5% de déficit public, pour donner des ordres de grandeur, ça veut dire 130, 140 milliards. Mais quand vous regardez globalement, par exemple, le régime de retraite, il est équilibré, puisque vous ajoutez des pommes et des carottes. Vous allez additionner l'excédent des régimes complémentaires, Agirc-Arrco, avec des régimes déficitaires, régime général, vous voyez. Et on considère toujours que le seul problème, c'est le déficit du régime général. Parce que les déficits des régimes publics, vous ne les voyez pas. Par exemple, le régime des pensions civiles et militaires, l'État, sa cotisation patronale, c'est la différence entre le montant des pensions qu'il verse
moins les retenues pour pension qu'ils collectent. Oui, ils collectent. Ouais. Et donc, si je vous donnais, je vous renvoie au calcul fait par le corps, le taux de cotisation patronale implicite pour le régime des pensions civiles de l'État, c'est 71%. De taux de cotisation patronale. Et si vous isolez les militaires sont à 110, 115%. Ce qui est logique, puisque vous sélectionnez essentiellement des hommes en bonne santé et qui partent à la retraite plutôt que les autres. Naturellement, donc il y a un coût considérable. C'est pas une attaque contre les militaires, c'est pas ça. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de 55 ans d'aller crapahuter. Si vous en trouvez encore quelques cas, mais globalement, donc il faut des jeunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrats courts, de 10 ans, 15 ans, et après on fait une autre carrière. Bon. Alors, un retour à la retraite à 60 ans est-il envisageable ou n'est-ce qu'un gros attrape-nigo? Oui, je vous confirme, c'est un vrai attrape-nigo. Les calculs, c'est plusieurs dizaines de milliards, mais à ce moment-là, il faut augmenter massivement les cotisations sociales. Alors, patronal, salarié, avoir, le partage, actuellement, c'est 60%, patronal, 40%, salarié, grosso modo. Et à peu près la même proportion dans le régime complémentaire. Voilà, bon, un retour à la retraite. Voilà, 1h30, je pense que des discussions, ça suffit. D'ailleurs, il n'y aura plus de questions. Alors, on a épuisé les questions, je crois. Donc, je voulais vous remercier de votre attention et de la qualité des questions que vous avez posées. Voilà. C'est un sujet qui est devant nous, pas derrière nous, qui est devant nous. Voilà, bonsoir à tous et pas de cauchemar.